Bonjour, bon après-midi. D'abord, avant de commencer, je vais juste vous demander d'éteindre vos cellulaires, s'il vous plaît, pour qu'il n'y ait pas d'interruption. Et je suis ravie cet après-midi de vous présenter ce très très beau panel qui va être modéré par Patrick White, qui est homme à plusieurs talents, mais analyste dans différents médias et aussi professeur de journalisme et responsable du programme de baccalauréat en journalisme à l'UQAM. Merci d'être parmi nous, Patrick. Le micro fonctionne? Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de cybersécurité, agir, réagir ou payer. Alors, nos invités, Charles Vallière, Olivier Blais, Élodie Meyer et Éric Lavallée. On y va. Okay. Je pensais que ça allait être Éric Lavallée, tu es associé, agent de marque de commerce et responsable du laboratoire L3IA de Lavry. Oui, c'est moi. Olivier Blais, cofondateur, vice-président sciences de la décision chez Move AI à Montréal. Oui, exactement. Élodie Meyer, vice-présidente affaires juridiques chez Bradley et Rollins. Bonjour. Et Charles Vallière, directeur de la technologie et cofondateur chez Agendrix. Bonjour. Peut-être, Élodie, commencer avec toi, te présenter le rôle de ton entreprise et qu'est-ce que vous faites dans le secteur de la cybersécurité. Oui, absolument. Donc, Bradley Rollins, une compagnie spécialisée en cybersécurité, une approche axée principalement sur cyberdéfense et l'amélioration de la posture de sécurité, la cyber-résilience des entreprises. On agit pour autant des grandes entreprises, des banques que des PME, et on essaie vraiment de se positionner au niveau des PME là, pour aider à plus petite échelle. Olivier? Oui, donc moi, MoveAI, on est une compagnie de consultation en intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça a plein de côtés positifs, mais ça a aussi beaucoup de risques, donc des risques en sécurité, par exemple. J'ai un rôle au niveau des normes ISO, par exemple, pour m'assurer qu'on soit capable d'une part, de s'assurer que la sécurité et la qualité de l'intelligence artificielle font qu'on développe des solutions qui sont robustes, puis aussi qu'on minimise tout risque qui sont liés avec la confidentialité, avec la sécurité et tout. Puis c'est pour ça que je suis ici. L'autre élément aussi, c'est qu'on développe des services et des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, je connais quand même assez bien c'est quoi les différentes failles qui peuvent arriver et aussi c'est quoi les bénéfices au niveau de la sécurité de systèmes d'intelligence artificielle. Charles Vallière. Moi, je suis directeur de la technologie chez Agendrix. On est un logiciel de gestion d'horaire et de gestion d'employés, donc on détient beaucoup de renseignements personnels. Puis ça fait 1 an que je travaille à devenir conforme avec ISO 27001 puis 27701. Éric Lavallée. Moi, je suis avocat chez Laverie de Billy. On est un petit cabinet de 500 personnes à peu près réparties à différents endroits au Québec. Je m'occupe de l'intelligence artificielle et de notre effort en cybersécurité. On conseille des clients, entre autres, lorsqu'il y a des brèches qui touchent leur renseignement personnel, leur trade secret, ce genre d'incidents-là. Donc aujourd'hui, le panel, le thème, c'est vraiment les incidents de cybersécurité. Donc le thème numéro 1, agir, ensuite comment réagir et ensuite payer ou non. Et évidemment, le thème numéro 1, la question de la conformité aux lois. On ne les connaît pas vraiment bien, ces lois-là. Il y a la loi 25 au Québec, il y a la loi C-27 au fédéral qui est en train d'être étudiée sur l'intelligence artificielle et d'autres lois dont vous allez nous parler. Peut-être, Olivier, c'est quoi les normes actuelles, la réglementation sur la cybersécurité au Québec et au Canada? Ben, je pense que je suis bien accompagné pour parler des différentes lois et programmes de conformité. Je vais peut-être parler un petit peu des normes ISO parce que des fois, ça fait peur un peu quand on parle de normes ISO. C'est quoi? ISO, dans le fond, c'est des comités internationaux qui vont développer des programmes de conformité. Ça, c'est un OSBL, les normes ISO. C'est quelque chose qui va vraiment pouvoir guider les entreprises au travers de différents travaux de standardisation. Et ici, vu qu'on parle de sécurité, ce qu'on va pouvoir voir, c'est qu'on va pouvoir voir des programmes comme par exemple 27001, que tu vas parler tantôt, je ne vais pas voler le punch. Il va y avoir aussi au niveau de la sécurité il
il va avoir une grosse couverture aussi dans tout ce qui est ISO 25000. Qui est, dans le fond, au niveau de la qualité de système informatique. Parce que la qualité du système informatique, donc la sécurité, c'est vraiment un aspect fondamental de la qualité d'un système. Donc, ça, ce que ça va faire au bout du compte, ça mange quoi en hiver? Ben, c'est des suggestions, puis c'est des propositions, puis c'est aussi certaines réglementations. Donc, ils vont te demander de suivre un certain protocole de meilleures pratiques pour t'assurer d'avoir des processus et des pratiques qui sont standards. Et ça, une des forces, c'est que ça crée un réseau. Donc, un client pourrait demander que ses fournisseurs soient certifiés ISO, par exemple. Donc, c'est vraiment, des fois, on voit dans des manufactures, par exemple, ISO 9001, parce que dans des manufactures, souvent, on va demander que nos fournisseurs soient certifiés. Donc, c'est un peu la même chose ici. Intéressant. Charles Vallière, de ton côté, les normes, c'est quoi? Ouais. Nous, ça a commencé avec le règlement général sur la protection des renseignements en Europe. Considérant qu'on a 20 de notre clientèle qui est européenne, on s'est intéressé à ce qui pouvait s'offrir à nous, puis on a décidé d'aller vers 27 701, qui est la norme pour la protection des renseignements personnels. Puis après ça, comme 27 701, c'est une extension à 27 001, qui est une norme sur la sécurité, on n'a pas eu le choix d'y aller vers 27 001. Puis, comme c'est international, ça donne une bonne image sur le marché aussi. Puis, on voit ça aussi avec les plus gros contrats, comme les plus grosses compagnies. Bien, ils vont demander est-ce que tu as une politique de sécurité des fournisseurs, gestion des incidents, puis ces trucs-là. Puis, ISO 27001 couvre l'ensemble de ces critères-là, généralement. Maître Lavallée, la loi 25 au Québec, les lois fédérales, RGPD, est-ce qu'on peut faire un peu de vulgarisation là-dessus? Parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça. Là. Ben oui, puis si on commence, je vais vous faire mon alphabet. LPR, PDE, LPR, PSP, RGPD, CCPA, C25, C26, loi 25. Bon, tout ça, là, c'est un gros fouillis, mais c'est parce qu'il faut savoir où on fait affaire. Vous avez certainement entendu des gens dire « Ah oui, mais moi, je suis conforme à RGPD. » Puis on lui demande à ce moment-là, « Ben OK, mais vous faites affaire en Europe? » Non, pas du tout, je fais affaire en Californie. Ben, vous ne suivez pas les bonnes normes. C'est malheureusement un peu la réalité. Les gens sont un peu mélangés dans ces lois-là. Les normes ISO, c'est un moyen de s'équiper pour atteindre la conformité aux lois. Mais au Québec, par exemple, on a la loi 25 qui est venue renforcer ou améliorer la loi sur les renseignements professionnels dans le secteur privé. Mais dès qu'on traverse la frontière, il faut aussi se conformer, la frontière du Québec, il faut aussi se conformer à la réglementation fédérale, donc la loi fédérale qu'on connaît plus sur l'acronyme PIPEDA, qui est l'acronyme anglophone, qui va s'appliquer en plus de notre réglementation provinciale lorsqu'on est dans la province de Québec. Lorsqu'on a des clients, on détient des renseignements personnels de citoyens ou de résidents européens, bien là, on tombe avec le RGPD, qui existe depuis 2018, qui a une grande connexité avec notre loi 25, qui a aussi une certaine connexité avec le projet de loi 27 du fédéral, qui va améliorer le cadre fédéral, qui est un petit peu archaïque. C'est 27, oui. Oui, c'est 27. Et donc, tout ça va finir par se ressembler un peu. Mais parfois, c'est des faux amis. Ils utilisent les mêmes mots, mais ils n'ont pas le même sens. Ils n'ont pas tout à fait... Qu'est-ce qui est un renseignement sensible? Un renseignement sensible peut être différent dans un pays par rapport à un autre. En Europe, ce n'est pas nécessairement la même chose qu'au Québec, puis au fédéral, ce n'est pas défini. Et quand on arrive en Californie, on a des principes un petit peu différents. Le consentement, qui est la base du RGPD, de la loi québécoise, puis du projet de loi C27 au fédéral. Bien, en Californie, ce n'est pas vraiment sur ça qu'ils sont orientés. Ils ont été beaucoup plus vers le retrait du droit de disséminer l'information. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas aussi simple que dire « je suis conforme au RGPD ». Il y a des lois qui varient selon le territoire où on agit. Si on parle de politique de sécurité de l'information, Charles Vallière, qu'est-ce qu'on doit savoir en ce moment lors des incidents? Lorsqu'on veut devenir conforme, la première chose qu'il y a à faire, c'est faire une politique de sécurité. C'est un peu la base de notre système de sécurité. Puis ça va servir de définir puis de donner une direction claire au système. Donc, on commence toujours par définir c'est quoi les objectifs de notre système de sécurité. Ensuite, on va dire c'est quoi les rôles et responsabilités de chaque intervenant dans l'entreprise au niveau de la sécurité. Puis après ça, on va regarder chacune des facettes de l'entreprise, comme mettons, les ressources humaines, les actifs, la sécurité physique. Puis
jusqu'à en venir éventuellement jusqu'à la gestion des incidents. Puis c'est là qu'on va définir les exigences qu'on veut par rapport aux incidents. Donc, comment on va gérer un incident. Puis souvent, ce qui va découler de ça, c'est une politique complète sur la gestion des incidents qui va nous permettre aussi d'avoir un rapport à la fin de ça pour s'améliorer. Élodie, le plan d'intervention lors d'un incident, c'est un peu ton pain et ton beurre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu pour bien vulgariser tout ça? Oui, absolument. Mais le plan d'intervention, en fait, ça rejoint un peu ce qui a été mentionné par rapport à la gestion des incidents. Donc, on établit dans un premier temps l'équipe de réponse aux incidents, donc les personnes qu'on veut autour de la table dans un cas d'incident, puis de s'assurer d'avoir toutes les bonnes personnes. On pense évidemment aux équipes TI, parfois aux équipes de sécurité également, mais ça prend toujours des gestionnaires, des gens qui sont capables de prendre des décisions rapidement, parce que c'est des moments où il faut prendre des décisions d'entreprise rapidement, surtout quand c'est des incidents majeurs comme des rançons logicielles, par exemple. Dans un second temps, c'est d'établir une cellule de crise, en fait, pour assurer la communication en cas d'incident toujours. Là, on s'entend quand il y a certains incidents, on peut se retrouver dans des situations où les canaux de communication habituels ne fonctionnent pas, les téléphones de l'entreprise ou les courriels de l'entreprise ne fonctionnent pas. Et là, on est dans des situations où on est obligé de continuer à communiquer, mais de manière dégradée, comme on appelle généralement. Ensuite, en fonction des ressources puis des capacités, de la maturité de l'entreprise, on peut commencer à établir des éléments de ce qu'il faut faire en termes de confinement des systèmes, parfois en termes de remédiation également. Mais c'est certain que c'est aussi d'avoir un consultant externe en cybersécurité qui sait ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Puis on a comme des guides de processus en anglais qu'on utilise régulièrement comme des playbooks pour guider en fait les réponses à chaque type d'incident, parce qu'évidemment, d'un incident à l'autre, la réponse, la réaction peut être très différente. Si on regarde l'évolution des menaces dans les dernières années, les menaces qui viennent de certains États, comme on voit en ce moment la Chine et la Russie, les menaces para-étatiques, les groupes organisés, les groupes terroristes, les groupes internes, sur lesquels se concentrer, Olivier d'abord et Élodie par la suite. Oui, donc en fait, on est dans un moment de notre histoire qui est quand même assez intéressant. Ça fait des années qu'on parle de toutes les infrastructures, de toutes les automatisations qui sont possibles. Donc, ce que ça va faire, c'est que les organisations, les pays, les individus, on va être de plus en plus connectés. On va avoir de plus en plus de bases de données, on va avoir de plus en plus d'outils. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va créer plus de failles. Plus de failles de sécurité. Souvent, on va se retrouver, par exemple, à avoir dans des entreprises des stratégies multi-cloud. Puis on va aussi avoir des bases de données qui vont être locales. Puis on va avoir plein d'outils qui ne sont pas connectés. Donc ça, ce que ça fait, c'est que tu peux, si moindrement tu n'es pas vigilant, tu peux créer des risques assez rapidement. Et d'autre part, ce qui va arriver, c'est que avec l'intelligence artificielle, puis on commence déjà à le voir, on commence à créer du contenu qui est beaucoup plus réaliste. On commence à pouvoir vraiment flouer les gens. Ce que ça va faire, ça, c'est que, par exemple, des tentatives de phishing sont beaucoup plus réelles, donc on peut se faire de plus en plus avoir. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir, d'une part, on a plus à perdre, puis on a des risques plus grands, puis d'autre part, on a des tentatives d'hameçonnage, des tentatives, dans le fond, de hacking qui sont encore plus performantes puis qui vont l'être de plus en plus. Donc, on est à un moment où c'est vraiment très critique présentement. Élodie? Oui, mais en termes d'acteurs de menaces, ils sont divers et variés aujourd'hui. On a abordé un peu des acteurs étatiques. On voit des grands pays comme la Russie, la Corée du Nord, un peu la Chine également, qui sont en train de mener de plus en plus d'attaques ciblées, surtout dans les pays occidentaux. C'est peut-être pas toujours ceux-là qui sont les plus dangereux pour les entreprises, puisque c'est généralement des attaques qui sont plus stratégiques. Donc forcément vont atteindre des compagnies qui ont un intérêt plus stratégique pour ces pays-là. Par contre, il y a une diversification en fait énorme de la menace. Aujourd'hui, n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde est capable d'acheter des kits en ligne pour lancer un rançon logiciel ou faire son phishing maison. Et c'est là où on se rend compte que finalement, n'importe qui dans son sous-sol est capable de mener des attaques qui peuvent avoir des effets dévastateurs sur les entreprises. Merci. On est déjà à notre deuxième thème, réagir, comment gérer un incident. Olivier Blais, intelligence artificielle et détection. On est rendu où là-dedans? Oui,
c'est drôle, ça va faire un peu l'opposé de ce que j'ai dit tantôt. Donc, autant qu'il y a des grosses... Il y a beaucoup de risques, puis que c'est très critique, mais il va y avoir plusieurs entreprises, puis je ne vais pas nommer les entreprises, parce qu'il y en a plusieurs, mais on peut penser aux gros acteurs, les IBM, les Amazon, les Microsoft de ce monde, développent des outils qui sont de plus en plus efficaces. Donc, ici, au niveau des thématiques, on pourrait parler, grosso modo, de détection d'anomalies beaucoup plus performantes qu'auparavant. Donc, avant, ou quand on a un système maison, par exemple, on n'en a pas de détection d'anomalies. Hein, quand on voit des anomalies, il est trop tard, c'est parce que tu t'es fait hacker. Là, ici, on va voir des détections d'anomalies beaucoup plus poussées. Je peux donner un exemple. Maintenant, on peut recevoir des notifications à tout moment de Facebook, par exemple, qui va dire « Ah, il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer dans ton compte. » Donc, ça ici, c'est de la détection d'anomalies, donc d'être capable d'identifier de façon très précise que ce n'est pas toi, de mille et une façons. Ce n'est pas juste parce qu'il est dans un autre pays, c'est par rapport à une centaine, voire des milliers de paramètres. Donc, ça, on le voit à plus grande échelle. Donc, on est capable de le faire sur à peu près tous les systèmes. De plus, ce qu'on va voir aussi, c'est qu'on va voir un suivi beaucoup plus proactif des différentes menaces. Avant, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait que la menace ait fait assez de dégâts pour être capable de décortiquer c'est quoi les breadcrumbs, c'est quoi les indices qui sont laissés que cette menace-là s'en vient. Maintenant, c'est plus ça que ça ne fonctionne plus comme ça. Dès qu'il commence à y avoir moindrement un petit peu de dégâts, on est capable d'apprendre des données, d'apprendre du différent contexte, puis de le réappliquer partout ailleurs. Donc, on est plus proactif, puis on a des capacités qui sont beaucoup plus fines pour flairer les problèmes. Élodie, détection, l'importance du temps de réaction. Toi, tu vois ça comment de ton point de vue sur ton écran radar, là? Oui, absolument. La détection, en fait, c'est généralement là où va commencer la réponse à un incident, mais qui est un élément, en fait, crucial dans le temps. On se rend compte souvent que les entreprises prennent beaucoup de temps à se rendre compte qu'ils ont été victimes d'une cyberattaque ou qu'il y a un cybercriminel qui est dans les murs informatiques de l'entreprise. Des fois, on voit que ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant la première détection. Et ça peut poser des problèmes en termes de réponse par la suite. Également, en termes de réaction, on se rend compte que parfois, il y a des entreprises qui se rendent compte qu'ils ont été victimes d'une cyberattaque, mais qui minimisent tellement ce que ça représente, qu'ils prennent des semaines, voire des mois avant d'aller voir des experts en cybersécurité avec ces questions-là. Et il est parfois trop tard, où les dégâts ont été beaucoup plus importants que ce qu'ils auraient été si l'entreprise avait réagi tout de suite. Donc, notifier les clients, les fournisseurs, les personnes concernées par des renseignements personnels, quand et comment, Maître Lavallée? Bien, évidemment, on essaie de viser le plus rapidement possible. Les lois, dans certains pays, ont des exigences, des délais de temps maximaux de quelques jours. Donc, il faut agir très rapidement. Puis, même quand il n'y a pas de délai prescrit dans la loi, le principe est de le faire pour que le plus rapidement possible, pour pour pas aggraver les dommages ou des victimes, c'est-à-dire les gens dont les renseignements ont été hackés. Puis là, on parle de renseignements personnels, mais il faut aussi penser qu'il y a tout un volet de renseignements qui sont très sensibles, mais qui ne sont pas des renseignements personnels. Par exemple, les trade secrets dans les ordinateurs de la compagnie. Et ces trade secrets-là, des fois, font l'objet de contrats dans lesquels on s'est engagé s'il y a un bris de sécurité. Comme BRP, Bombardier Produits Récréatifs, et c'est allé là. Et tous les contrats étaient en ligne. Bien, effectivement, c'est le genre de situation. Et ce que les entreprises doivent faire à ce moment-là, c'est de regarder rapidement leurs contrats et voir, par exemple, s'ils se sont engagés à la confidentialité face à des partenaires d'affaires puis qu'ils ont un délai de 5 jours pour les notifier d'un incident, bien, il faut qu'ils le fassent. Parce que là, c'est aussi un manquement contractuel. Il peut y avoir des conséquences financières pour ça. Charles Vallière? Oui, puis un peu comme Maître Lavallée disait, tout passe par la préparation. Donc, il t'arrive un événement de sécurité, puis qu'est-ce qu'il faut que tu notifies tes fournisseurs? Mais il faut que tu aies une liste de tes fournisseurs, il faut que tu aies une liste de tes contrats, il faut que tu sois capable d'aller voir c'est qui la personne responsable de la sécurité de l'autre côté. Est-ce que je dois leur envoyer une notification ou pas? Donc, les incidents passent beaucoup par la préparation. Et tu parles de listes. Est-ce que c'est une bonne idée aujourd'hui d'avoir des listes papier aussi, d'avoir un plan B, un plan C, un plan D, si tous les systèmes sont pas accessibles en ligne, comme c'est arrivé pour une compagnie d'assurance pendant 2 mois l'an dernier? Ouais, Maître Lavallée me l'avait suggéré lors d'une de nos rencontres. Oui, je pense que c'est important d'avoir un plan B là, si tu fais une attaque avec un ransomware, puis tu peux
il peut rien arriver, mais de là à avoir une communication papier avec tous tes fournisseurs, je pense que c'est peut-être un peu le next level, puis un peu difficile à mettre en réalité. Dernier thème, payer l'amende, la rançon, ou les deux, ou non. Le risque réputationnel. Olivier Blais. Oui, je trouvais ça intéressant de parler de ça. Déjà qu'on peut voir que ça coûte cher quand on a un mauvais protocole où on ne suit pas de normes au niveau de la sécurité. Ça peut coûter très cher, mais je dirais que ça peut coûter très cher au niveau de la réputation. On l'a vu un peu avec, puis c'est pas pour m'en prendre à une entreprise, mais par exemple, ce qui est arrivé dernièrement avec Desjardins il y a quelques années déjà. Il y a quelques années déjà, il est arrivé ça avec Desjardins. Puis présentement, chez Desjardins, ils sont encore en train de travailler pour rehausser la sécurité. Les gens, je pense que ça va prendre des années, voire des décennies avant qu'on l'oublie ce qui est arrivé. Donc, au niveau de la réputation, des choses comme ça peut faire très mal. Dans une économie où on est tous hyper connectés et qu'on sait que la donnée, c'est important pour tout le monde, maintenant, ça commence à laisser de plus en plus d'empreintes là, quand on a des failles au niveau de notre sécurité. Payer une amende. On parle souvent d'augmentation substantielle des pénalités en ce moment, ce qui concerne les renseignements personnels. J'aimerais peut-être ça vous entendre les quatre là-dessus. Là. Ouais, c'est sûr que le cadre législatif est en train de changer au Québec. Avec la loi 25, on est passé d'une petite tape ses doigts, un gros maximum de 10 ou 20 000 $ pour un incident, à des pénalités qui peuvent atteindre pour une entreprise 25 millions de dollars ou 4 % du chiffre d'affaires mondial, le plus élevé des deux. Donc, ça peut être énorme. Et on parle aussi des individus qui auraient mal géré la situation. Si quelqu'un est, par exemple, un responsable des renseignements personnels au sein d'une entreprise et qu'il est totalement négligent, il se peut qu'il ait lui-même une amende en tant qu'individu pour ne pas avoir suivi la loi et le cadre juridique qui encadre tout ça. Puis quand on va dans d'autres pays, bien, les amendes sont assez salées, effectivement. Élodie? Oui, absolument. Je pense que Eric a quand même couvert un gros bout de ce qu'il y avait à dire au niveau des amendes. Peut-être à préciser quand même qu'il y a des amendes en fait de nature administrative, d'autres de nature pénale. Donc, on peut se retrouver dans des situations finalement où un incident de confidentialité qui est mal géré peut relever du pénal et donc avoir des conséquences finalement sur l'entreprise qui sont énormes. Après, bon, ça touche aussi à des points de réputation là, dont on a déjà parlé. Olivier? Pas grand-chose à dire sur l'amende en tant que telle. La seule chose, puis ça me désole un peu, je pense pas que c'est le sujet que les gens vont être les plus... C'est pas le sujet le plus captivant. Pourtant, c'est tellement important. Le 22 septembre, la loi 25 a été mise en application. Il n'a pas mis en application. Il y a déjà des choses dans lesquelles les entreprises doivent... Dans le fond, les entreprises doivent se conformer à cette loi-là. J'en entends pas parler du tout. C'est le silence radio, même dans le monde des médias. C'est le silence radio. C'est désolant. Puis, il y a des amendes, comme justement vous venez de dire. C'est plate, mais je l'espère qu'il y en ait, qui vont en avoir des amendes dans pas longtemps pour réveiller la gang parce que c'est encore plus dangereux qu'avoir une amende, se retrouver les culottes baissées, avoir des mauvais protocoles de sécurité puis se faire avoir au bout du compte. Oui. Puis juste pour dire qu'il faut faire quand même attention, la loi commence à entrer en vigueur. Ce n'est pas toutes les dispositions qui sont en vigueur. Dieu merci. Heureusement. Dieu merci, on n'est pas prêt du tout. Mais effectivement, d'ici 1 an, on va se retrouver que là, on va avoir tout le nouveau cadre législatif qui va s'appliquer, mais aussi les entreprises qui font affaire à l'international. Certaines, pendant des années, se disaient oui, les amendes sont très faibles au Québec, il n'y a pas de problème. Mais quand vous faites affaire en Europe, ça a une portée extraterritoriale, le RGPD. Donc, ces amendes-là existaient déjà, des amendes importantes pouvaient être appliquées. Puis les amendes sont très salées en ce moment envers Instagram, Facebook, Meta, Google. Souvent, ça avoisine le milliard. Eux, ils peuvent se permettre de payer 1 milliard, mais c'est aussi juste les gros. Puis on commence à avoir les amendes. Ça a pris du temps à arriver. C'est pas payé. Là. Maintenant, au Québec, combien de temps ça va prendre avant que ça arrive? Est-ce que la Commission d'accès à l'information a les outils nécessaires pour faire ça? Puis tant que moi, je pense, j'abonde dans le même sens qu'Olivier, je pense que tant qu'on n'aura pas des amendes pour les moyennes entreprises, le monde, ils ne s'intéresseront pas autant qu'ils devraient s'intéresser à la sécurité. Et est-ce qu'il y a une réforme du rôle de la Commission d'accès à l'information du Québec en ce moment?
parce que, bon, ça a été fondé en 1982, là, mais on a l'impression qu'avec son petit budget de 6 millions de dollars, on ne va pas très loin en ce moment-là. Non, effectivement, en termes de budget, il en manque encore pas mal. C'est sûr qu'avec la loi 25, il y a des éléments de réforme qui ont été apportés. Il y a des comités finalement supplémentaires qui ont été créés au sein de la commission, des pouvoirs d'enquête et de donner des amendes qui sont plus importants que ce qu'ils n'étaient. Est-ce que c'est suffisant? Selon moi, non. Faut aller encore un peu plus loin, mais on commence. Donc, il commence à y avoir une certaine prise de conscience à ce niveau-là. Par contre, tu as tout à fait touché le point. En termes de budget, les budgets ne sont pas suffisamment importants là, pour leur permettre de réellement assurer la conformité à la loi. Oui, vas-y, je t'écoute. Il faudrait que ça devienne un peu comme la CNESSQ, SST, oui. par contre. Oui. Pardon. Mais pour la sécurité puis on n'est pas rendu là dans la réflexion. On verra le remaniement ministériel, l'assermentation des nouveaux ministres demain à 14h à l'Assemblée nationale. La conduite diligente quand il y a la question de payer une amende, Maître Lavallée. Est-ce possible de nous parler de ça un peu? Ben oui, c'est sûr qu'une entreprise, ça vit par ses administrateurs, ses dirigeants, et eux ont un devoir de conduite prudente et diligente. Un administrateur, aujourd'hui, qui dit « j'ai aucune mesure de cybersécurité, je fais rien, il arrive un incident, je déclare rien », on pourrait parler probablement de faute lourde et on pourrait parler de sa responsabilité personnelle. Un administrateur prudent et diligent devrait normalement être conseillé, faire des efforts, des démarches, aller voir des gens en informatique, s'assurer que son cadre informatique est sécuritaire. Aller voir aussi des avocats, des comptables, un peu tous ces intervenants et discuter de ces questions-là avec eux. Donc, c'est une approche globale, là. Oui, tout à fait. C'est pas juste la cybersécurité, c'est vraiment pas juste une question d'ordinateur. La pire chose qu'une compagnie peut faire, c'est demander à son chef de l'informatique « occupe-toi de la cybersécurité ». Puis, on ne sensibilise pas les employés, on ne prend pas de moyens de gouvernance. Ça serait catastrophique. C'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Puis d'ailleurs, l'esprit de la loi la loi 25, vise à forcer les entreprises à se responsabiliser et à se mettre des structures de gouvernance pour aller vers une approche un petit peu plus saine. Donc, formation, éducation, puis tout le monde est dans le coup dans l'entreprise, pas juste les deux gars de la cybersécurité dans le sous-sol à Saint-Jean-sur-Richelieu. Non, c'est difficile, mais c'est faisable. Oui. Charles, là-dessus, c'est sur la question de la conduite diligente, on parle de quoi précisément? Oui, c'est ça. C'est difficile, pour faire du pouce là-dessus, c'est difficile de former l'entreprise puis que tout le monde participe au système de sécurité. Encore là, c'est ça, il manque d'outils puis il manque de logiciels pour nous aider, vu quand même que c'est nouveau. Dernier point, payer une rançon. On a vu les cas des cégeps à Saint-Félicien, dans le nord du Lac-Saint-Jean. On voit les compagnies d'assurance. On voit ça dans les journaux à presque tous les 2-3 jours maintenant. Élodie, quand et comment payer? Alors, oui, le quand est toujours vu au cas par cas. Le comment est un peu plus générique une fois qu'on a pris la décision de payer, mais c'est certain qu'en amont, il y a toute une réflexion à avoir au niveau de est-ce qu'on la paye ou pas la rançon. Évidemment, on parle de rançon logicielle. Quand on parle de rançon, c'est des systèmes qui sont pris en otage par un logiciel malveillant. D'emblée, on ne recommande pas de payer la rançon. Ça ne va jamais être la recommandation première, mais on se rend compte que des fois, la survie de l'entreprise en dépend. Et c'est là où on peut être prêt à le considérer finalement, à se dire qu'une entreprise qui a absolument besoin de récupérer ses données ou certains systèmes critiques va être dans une situation et va payer une rançon pour être capable de récupérer ces systèmes et ces données. Sur le comment, c'est un peu plus... ça rentre un peu dans le côté sauce magique de comment on est capable d'aller chercher ce qu'il faut pour payer. Évidemment, avec l'avènement des crypto-monnaies, aujourd'hui, toutes les rançons de rançons logicielles sont payées en crypto-monnaies. On parle principalement de Bitcoin, mais de d'autres crypto-monnaies également, là, Monero, puis d'autres coins plus comme de privacy qu'on appelle. Acquérir cette quantité de crypto-monnaies pour être capable de payer la rançon, la manière de le faire va vraiment dépendre de la rançon qui est demandée.
Quand on parle d'une rançon de quelques milliers de dollars, c'est peut-être plus facile à aller chercher ce type des crypto-monnaies pour quelques milliers de dollars, mais quand on parle de plusieurs centaines de milliers, voire millions de dollars, il faut généralement passer par des intermédiaires, des professionnels qui ne font que ça, de l'acquisition de gros volumes. Et encore faut-il que l'entreprise ait les liquidités nécessaires pour convertir finalement du cash en crypto-monnaie pour être capable de payer. Là où il faut quand même faire très attention, puis ça c'est là où notre accompagnement prend son importance, c'est de s'assurer à qui on paye cette rançon, de s'assurer que ce ne soit pas une organisation terroriste ou une organisation qui soit sur des listes noires. On pense notamment à tout ce qui est émis par OFAC, l'Office du Foreign Assets Control américain, qui s'applique un peu comme RGPD, là, de manière extraterritoriale à toute compagnie, toute entreprise qui serait amenée à faire un paiement envers une entreprise là, qui serait blacklistée. Ça peut poser d'autres problèmes finalement importants pour l'entreprise et il faut toujours s'assurer qu'on ne se retrouve pas dans cette situation-là d'essayer de régler un problème et d'en créer un autre pas mal plus substantiel. Donc c'est là où il y a des vérifications très importantes qui doivent être menées en amont. Et une fois que tout ça c'est fait, qu'on se rend compte que il s'agit d'une adresse de portefeuille virtuelle qui est généralement toute nouvelle, qui a été créée le jour même pour recevoir cet argent-là, un transfert de crypto-monnaie qui se fait, et le cybercriminel à ce moment-là envoie ce qu'on appelle les clés de décryption. En fait, les clés de décryption, c'est simplement l'algorithme ou le logiciel qui va permettre de renverser l'encryption qui a été faite par le rançon logiciel dans un premier temps. Repartir la machine. Repartir la machine comme ça. Olivier Blais, comment on paye comment tu vois tout ça si ça arrivait? Écoute, j'ai aucune opinion là-dessus. J'écoutais, c'est vraiment intéressant. J'aimerais connaître, il a dit, c'est quoi comment le monde se font attraper la plupart du temps avec des rançons logiciels? Comment le rançon logiciel est... Il réussit à pénétrer habituellement? Il y en a, en fait, il y a toutes sortes de façons. Malheureusement, ce qu'on dit souvent, c'est que le maillon faible de la chaîne de sécurité, c'est l'humain. Donc, c'est généralement un employé qui a fait quelque chose, une mauvaise manipulation qu'il n'aurait pas dû faire. Le phishing est très, très, très courant. On en a parlé un petit peu et puis on voit que ça devient de plus en plus sophistiqué. Quand un employé, par exemple, reçoit un courriel, on lui dit « clique ici », puis c'est de regarder les extensions, mais si c'est une extension d'un point .exe, par exemple, un exécutable, tu vas avoir quelque chose qui va tout de suite se télécharger dans l'environnement de l'entreprise et on est pris avec ça. Ça peut être aussi simple que via du phishing, mais parfois ça peut être aussi un peu plus complexe, où on a un cybercriminel qui a réussi à rentrer dans les murs informatique de l'entreprise, se créer un compte d'utilisateur, par exemple, dans l'Active Directory, puis commencer à faire un peu des mouvements horizontaux parallèles, puis de se retrouver en fait dans des situations où ils ont tous les accès comme n'importe quel employé sur l'environnement, puis là, ils sont libres de télécharger ce qu'ils veulent, puis de l'exécuter comme ils l'entendent. Maître Lavallée, qu'est-ce que vous recommandez à vos clients là, quand des situations comme ça se présentent, ici ou ailleurs? Première chose, c'est de faire une bonne évaluation des risques et des avantages. Est-ce qu'on doit payer? Je veux dire qu'il y a aussi, au-delà même du problème juridique, si par exemple c'est une entité qui est blacklistée, qui est un organisme terroriste, il y a aussi une question d'éthique. Il y a des entrepreneurs, moi j'en ai eu un récemment qui a été victime d'une cyberattaque. Il aurait pu payer la rançon, puis ça aurait été peut-être acceptable pour d'autres. Et lui m'a dit, jamais, c'est contre mes principes. Et il dit, je préfère perdre beaucoup d'argent, puis quitte à ce qu'on doive perdre une semaine de travail. Puis on se fait un système informatique en parallèle, c'est ça? Okay. Et je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est de garder ça dans un esprit d'approche d'amélioration continue. C'est-à-dire que toutes les entreprises vont probablement être victimes un jour ou l'autre de différents types d'incidents. Ce qu'on veut, c'est apprendre. C'est pour ça qu'il y a des registres. C'est pour ça qu'on doit avoir une personne qui est responsable de ça au sein de l'entreprise, dans la gouvernance, parce qu'on veut mettre en place des mesures pour que, une fois qu'on a vécu un type d'incident, ça ne revienne pas, puis qu'on essaye de couvrir le plus large possible en prévention. Il a dit, le double dipping, ça existe avec les rançons, payer une fois, deux fois, trois fois, c'est vraiment quelque chose, là.
Oui, vraiment. Ben, en fait, c'est là où des fois les cybercriminels, soit ils jouent sur les mots, soit ils jouent avec les sentiments des entrepreneurs ou des dirigeants qui ont été victimes d'une cyberattaque. Ce qu'on entend par double dipping, c'est effectivement quand ils demandent 2 ou voire 3, 4 fois là, une rançon pour une même attaque. Généralement, on va voir par exemple une première demande de rançon qui va être pour reprendre l'accès au système, récupérer les données, ce qui est quand même ce qu'il y a de plus commun. Mais une fois qu'on a récupéré nos données, puis ça, c'est important, quand il y a un rançon logiciel qui a encrypté vos données, on part toujours du principe qu'elles ont également été exfiltrées, donc volées par le cybercriminel, qui se retrouve donc avec toutes vos données en sa possession également. On peut payer une première fois pour les récupérer, mais le cybercriminel en a une copie et peut menacer à ce moment-là de les publier sur le dark web, par exemple, ou de les publier sur d'autres sites, d'autres réseaux qui peuvent amener d'autres conséquences finalement pour l'entreprise. Et c'est là où il demande une deuxième rançon. Il dit, bon, ben, tu as payé une première rançon pour récupérer tes données. Maintenant, si tu veux pas que je les publie, ben, je vais te demander une deuxième rançon. Et ça, c'est des problèmes qu'on voit assez régulièrement, d'où l'importance de quand même bien circonscrire en amont comment on paye, qui on paye, puis pourquoi, pour être capable d'essayer en fait, de convenir avec le cybercriminel d'une certaine manière que la rançon qui est payée couvre l'intégralité des cas de figure. Et il n'y a pas de garantie. Est-ce qu'il y a de garantie, une garantie, des garanties? Comment ça... Alors, il n'y a jamais de garantie, malheureusement. On fait affaire avec des cybercriminels, donc par définition, des gens qui sont... des acteurs qui sont quand même assez malhonnêtes, mais l'ironie de la chose, c'est qu'on se rend compte que les cybercriminels qui utilisent des rançons logicielles sont souvent relativement honnêtes dans la manière où, quand on paye une rançon pour des clés de décryption, en tout cas nous dans notre expérience, c'est pas encore arrivé qu'on paye une rançon pour des clés de décryption puis qu'on les reçoive pas. Par contre, il peut arriver qu'on reçoive une clé de décryption, on décrypte donc les données, puis on se rend compte que la donnée elle a été corrompue au moment de l'encryption. Et ça, c'est encore un problème complètement à part et le cybercriminel, il ne peut pas nous aider avec ça. La donnée corrompue, il y a d'autres façons de parfois récupérer la donnée, mais des fois, une donnée corrompue est juste complètement irrécupérable. Et là, on aura payé une rançon pour récupérer des données qui ne sont pas exploitables du tout. Merci beaucoup. On est rendu aux questions du public. On aimerait ça vous entendre. Il nous reste 8 minutes. Est-ce qu'il y a des éléments du panel d'aujourd'hui? Oui, monsieur, je crois qu'il y a un micro. Merci. Vous présenter et poser la question. Bonjour, Yves Lapierre. Donc, bravo pour cette présentation, très intéressante. Je comprends que la loi québécoise donc, a une portée très, très vaste. Hein, s'applique à peu près à tout genre d'organisation. En parallèle, le gouvernement du Québec s'est doté, je crois, d'un nouveau ministère de la cybersécurité. Est-ce que vous savez ce que ce ministère-là va faire? Est-ce qu'il va appuyer uniquement les organisations publiques? Est-ce qu'il va aider les entreprises? Est-ce qu'il va faire de la formation? Est-ce qu'on a des idées à ce niveau? Bien, écoutez, en théorie, tout le monde souhaiterait que la réponse à toutes vos questions soit oui. En pratique, il faudrait qu'ils commencent par s'occuper, et je pense que ça va être ça leur priorité, du périmètre informatique du gouvernement, qui lui-même a un certain nombre de failles, qui a un certain nombre de risques. Puis là, quand je vous ai parlé des lois, des différentes lois, il y a des lois qui s'appliquent pour certains actifs informationnels, les dossiers de santé au Québec. Il y a un ensemble de lois qui gèrent ça. Donc, on espère que oui, ils vont agir, mais pas uniquement pour réparer les pots cassés dans le périmètre informatique du gouvernement, mais on espère qu'ils vont aussi aider à la prévention dans tout l'écosystème québécois informatique. Ils ont eu des enjeux de main-d'œuvre également, pénurie de main-d'œuvre, beaucoup de postes vacants au ministère, mais il y a eu énormément d'embauches dans les 2-3 dernières années, près de 300 postes qui ont été affichés au fil des années. Là. Avez-vous d'autres détails sur le nouveau ministère québécois de la cybersécurité? En fait, j'allais dire que ce ministère va certainement avoir les mêmes problématiques que la Commission d'accès à l'information en termes de budget initialement. Ça fait partie des problématiques. Aujourd'hui, c'est un ministère qui va aussi aborder la transformation numérique, bien que, selon moi, c'est un concept qui est on est un peu en retard. La transformation numérique s'est amorcée il y a 10-15 ans déjà, là, donc c'est bien d'avoir un ministère qui va aborder ce point-là, mais ce n'est pas le point qui devrait être central. La sécurité l'est réellement, mais on se rend compte qu'en termes de moyens financiers, au-delà de la main-d'œuvre, il y a des manques importants. Et donc, va falloir voir qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire avec ça. Et qu'est-ce qui fait que le Canada n'arrive pas à suivre la moyenne de l'OCDE dans les dépenses en
cybersécurité, puis je ne parlerai même pas d'Israël, là, qui est un des leaders mondiaux. Mais bon, on essaie de rattraper notre retard, mais on est rendu où dans ce retard-là, dans la gestion du retard par rapport aux États-Unis, Israël et l'Union européenne, l'OCDE également? Ben, il y a une différence d'approche pour une chose. Il faut penser que l'Europe ont historiquement, dans leur approche législative, voulu agir beaucoup plus en prévention. Quand on regarde, par exemple, nous, on est en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, on est un petit peu plus en réaction. Donc, ça explique en quelque sorte notre positionnement, le fait qu'on a été un petit peu à la traîne pour mettre à jour nos lois en matière de renseignement personnel, mais on n'est pas les pires. Il y a des endroits où c'est pire à travers le monde, ce qui fait peur, mais... donc, je pense que ça, c'est un des éléments. Puis l'autre élément, effectivement, c'est un élément économique. S'il faut prendre un paquet de temps, de personnel, d'argent pour le consacrer à la cybersécurité, pour les entreprises, il y a un choix à faire. Ça veut dire qu'en même temps, je ne ferai pas un projet de développement qui me semble très attrayant, qui me semble peut-être la possibilité de m'implanter dans un autre marché. Je vais me conformer à la loi canadienne puis me concentrer sur le marché canadien, alors que j'aurais peut-être un intérêt d'aller tout de suite au marché européen, même si je ne suis pas conforme. C'est souvent ça qui est le choix difficile pour les entreprises. D'autres questions des membres du public? On a Oui, une merci. question juste Merci. en avant. Merci. Bonjour, Siddhartha Beausoleil. Je suis avocat chez Lavry où j'ai la chance de travailler avec Eric. J'aimerais remercier tous les membres du panel pour cette très belle présentation. J'aimerais avoir votre avis sur où on est rendu, disons, dans l'évolution du cyberrisque. On pourrait presque penser qu'on commence une âge d'or du cybercrime, dans le sens qu'on voit déjà des incidents à très, très grande échelle où des milliards de dollars échangent de mains. Est-ce qu'on est encore juste au début? Est-ce qu'on voit juste la pointe du iceberg pour vous? Comment va l'évolution de ce risque-là? Et peut-être un autre élément qui pourrait nourrir vos réflexions, c'est est-ce que les institutions publiques et privées réagissent assez vite? Et j'imagine que votre réponse est non. Il nous reste 3 minutes avant la fin du panel. Merci. Oui, ben, je vais peut-être réagir rapidement d'un point. Parce que c'est intéressant, la question. Il y a plusieurs volets. Je vais répondre peut-être au volet technologique. Donc, technologiquement, on est juste au début. Les choses vont plus vite. La technologie est souvent ouverte aussi. C'est ça qui est dangereux. En ce moment, la technologie est ouverte. Donc, n'importe qui peut downloader du code, générer que ce soit n'importe quoi, tous les types d'attaques possibles. On peut se retrouver à downloader du code puis le faire en quelques jours, là, si on a un background moindrement avancé en développement logiciel. Donc, d'un point de vue technologique, c'est le début au niveau de... C'est un peu malheureux, mais nos alliés ici, c'est les GAFAM. Présentement, c'est les grandes entreprises les Microsoft, les Facebook, les Google, parce que c'est les seuls à être capables de pouvoir rester à égalité d'un point de vue technologique. Je dirais, c'est malheureux, heureusement qu'on a eux, mais malheureusement, c'est des compagnies privées. Donc, il va falloir trouver une façon de mieux contrôler la technologie à l'entrée, mais aussi de pouvoir s'assurer que les protocoles qui vont faire le suivi puis qui vont s'assurer de la législation soient aussi ouverts puis soient, je dirais, à parité pour toutes les populations. Patrick, excuse-moi de vous couper la parole. On avait une dernière question avant. Oui, dernière question. Il nous reste 1 minute 40. Merci. Ok, donc je vais faire court. Moi, justement, je viens de Belgique et c'était la question de la prévention qui m'intéressait. Je travaille dans une entreprise du numérique où on développe du coup des applications, des logiciels. Et ma question, c'est plus au-delà de l'infrastructure, comment développer de façon plus sécurisée? Ça prend une politique de développement. Puis à partir de là, c'est il y a l'aspect légal aussi là, de savoir. Il y a des outils qui permettent de savoir est-ce que tu as les licences puis les trucs nécessaires. Donc, est-ce que tu es légalement conforme avec les bibliothèques que tu utilises. Puis ensuite, il y a des outils comme GitHub. Par défaut, ils ont quelque chose qui va te permettre de sortir les failles de sécurité. Puis, il y a encore une fois d'autres outils un peu plus privés qu'il faut payer un peu plus, qui vont aller voir chaque pull request ou chaque nouveau code qui est mis en ligne, puis qui vont faire des scans pour ça. Puis, c'est sûr que engager des consultants qui sont experts en sécurité puis qui peuvent aller faire des tests black box sur chaque application, c'est
c'est aussi intéressant. Alors, merci beaucoup pour les questions, pour ce panel qui se termine. Incident de cybersécurité, agir, réagir ou payer. Merci Olivier Blais, Charles Vallière, Maître Éric Lavallée et Élodie Meyer. Bonne journée tout le monde. À bientôt. Et Merci. merci à notre modérateur Patrick White. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup. Merci. On a Soyez prudents. classe maître qui commence sous peu. Merci d'être parmi nous et ne quittez pas.